Les négociations entre Israël et le Liban, deuxième session aujourd'hui à Kiryat Shmona en Israël. La vraie partie s'engagera la semaine prochaine. La lutte contre la faim et le sous-développement sur le terrain, l'exemple édifiant d'un médecin français au Zaïre. Rideau demain soir sur le plus grand succès théâtral de l'année à Paris, Amadeus, joué par Roman Polanski et François Perrier, invités de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Du foie gras au menu de leur déjeuner, mais une fin d'année laborieuse pour les diplomates israéliens, libanais et américains qui se sont réunis une deuxième fois aujourd'hui pour négocier de nouveaux rapports entre Israël et le Liban. La première réunion s'était tenue à Chaldée, au Liban. C'était aujourd'hui, selon la formule retenue, au tour d'Israël d'accueillir les délégations dans un lieu qui est à lui seul un symbole, la petite ville de Kiryat Shmona, au bord de la frontière, une ville sans cesse menacée dans le passé par les incursions palestiniennes et dont la sécurité avait été invoquée par le gouvernement Begin pour justifier l'offensive israélienne au Liban, l'opération Paix en Galilée. Maurice Werther. En demandant à la délégation libanaise de venir négocier une fois sur deux à Kiryat Shmona, les Israéliens ont voulu leur faire toucher du doigt la raison pour laquelle ils avaient déclenché la guerre du Liban, baptisée par eux Opération pour la paix en Galilée. Cette petite ville, au pied du mont Golan, était constamment exposée aux tirs de l'artillerie palestinienne installée au sud Liban, juste de l'autre côté de la frontière. Donc aujourd'hui, à Kiryat Shmona ont eu lieu la deuxième séance, dans une atmosphère amicale, disent les porte-paroles. On a constaté quelques rapprochements, mais les délégations n'ont pas pu se mettre au point l'ordre du jour pour leurs travaux, qui reprendront la semaine prochaine à Chaldée, faubourg de Beyrouth. Pourtant, les Israéliens avaient accueilli la délégation syrienne avec beaucoup de chaleur et moult démonstrations d'amitié, mais les divergences demeurent quant à la façon dont il faut interpréter les bases juridiques de la discussion, qui, selon l'interprétation que l'on donne de la Convention de 1949, permet d'assigner au pourparlers des buts très différents, un traité de paix avec le Liban pour les Israéliens, l'évacuation des troupes israéliennes pour les Libanais. La première guerre israélo-arabe, qui avait éclaté dès la création de l'État d'Israël, a pris fin par la conclusion de conventions d'armistice avec les 5 participants, parmi eux le Liban. Signée à Ras El Nakoura, sur la frontière entre Israël et le Liban, le 23 mars 1949, la convention d'armistice entre Israël et le Liban décrétait un cessez-le-feu et définissait non pas une frontière au sens juridique du terme, mais une ligne de cessez-le-feu. De part et d'autre de cette ligne, les effectifs et les armements devaient être sévèrement réduits et tout acte hostile strictement interdit. En 1967, guerre des 6 jours. L'offensive éclair israélienne. Le Liban déclare la guerre à Israël et plus tard, en 1969, il signe au Caire un accord qui autorise le stationnement de Palestiniens armés en territoire libanais. Notons au passage que sur le terrain, la conquête du Golan par Israël a pour effet de modifier, c'est-à-dire d'allonger, la frontière entre les deux pays. Pour ces raisons, Israël considère comme caduque la convention d'armistice de 1949 et réclame une négociation d'ensemble avec le Liban pour obtenir un traité de paix, comme il en a conclu un avec l'Égypte. Inversement, le Liban considère la convention de 1949, analogue à celle qu'ont signée à l'époque les autres pays arabes, comme seule base juridique de négociation, de façon à pouvoir négocier avec Israël sans donner l'impression que le Liban se dissocie de la cause arabe, comme l'avait fait l'Égypte avec les accords de Camp David. Même si, prochaine rencontre donc lundi à Chaldée au Liban, même si l'ordre du jour n'en a pas été établi officiellement, la discussion devrait s'engager sérieusement sous la pression accrue de la diplomatie américaine. Par ailleurs, un conseiller de Yasser Arafat a confirmé aujourd'hui l'existence de pourparlers avec Israël sous l'égide de la Croix-Rouge internationale pour procéder à un échange de prisonniers entre les deux parties.
C'est pour masquer le véritable terrorisme pratiqué par les États-Unis et leurs clients comme Israël que Washington, Rome et le Vatican mènent une campagne de calomnie contre l'Union soviétique et les pays socialistes. C'est dans ces termes, aujourd'hui encore, que la presse soviétique nourrit sa contre-offensive à la suite de l'enquête sur l'attentat manqué contre le pape. Hier, vous le savez, l'agence TASS avait directement mis en cause le rôle du pape qualifié de polonais et des forces dites réactionnaires de l'Église catholique dans les affaires de Pologne. Le Vatican affirme aujourd'hui que ces critiques constituent une attaque personnelle contre le pape, je cite, qui ne mérite ni commentaire ni réponse, tout en soulignant l'œuvre inlassable du souverain pontife en faveur de la paix et de la solution des problèmes du monde. Nouvelle alerte, la nuit dernière, au Yémen du Nord, ce petit pays moyenâgeux au bout de la péninsule arabique, ravagé il y a 15 jours par un tremblement de terre. Des secousses sismiques ont été à nouveau enregistrées, un village a été complètement détruit, mais les dégâts ne sont pas comparables à ceux qu'ont pu filmer nos envoyés spéciaux Jacques Abouchard et Dominique Merlin. Le bilan officiel, je vous le rappelle, est de 3500 morts et autant de blessés. Michel Perrault. Un tremblement de terre a donc de nouveau secoué la région de Damar, au nord-Yémen, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale, Sanaa. Si les 5 secousses d'hier matin semblent n'avoir engendré que des dégâts matériels, le séisme du 13 décembre dernier aurait fait plus de 3500 victimes. 200 villages ont été complètement ou partiellement détruits et 400 000 habitants, sur les 7,5 millions que compte le pays, seraient sans abri. Élevées sur plusieurs étages, les maisons de construction fragiles ont été incapables de résister à un tel type de cataclysme. Le Nord-Yémen se situe en effet en dehors de toute zone sismique recensée. Des équipes médicales du monde entier se sont rendues sur place, mais le caractère montagneux et l'absence quasi totale de routes carrossables ont rendu l'arrivée des secours très difficile. Après les secousses d'hier, la population des villages est de nouveau dans la peur. Voilà donc les premières images d'un reportage complet et spectaculaire sur le Yémen du Nord que vous pourrez voir dans le nouveau magazine de la rédaction d'Antenne 2, Dimanche Magazine, dont le premier numéro vous sera montré le dimanche 9 janvier de 18h à 19h. En cette période de fin d'année où l'actualité ralentit et où l'on dresse volontiers des bilans, le paradoxe veut que l'on réfléchisse enfin aux vrais problèmes. Les vrais problèmes pour la majorité de l'humanité, ce sont ceux de la faim, de la malnutrition, du sous-développement et de son triste cortège. Loin des bilans, loin des dossiers, des hommes sur le terrain font de leur mieux pour enrayer le cycle du sous-développement. C'est le cas de ce médecin français que Philippe Gassot et Alain Saint ont rencontré au Zaïre, une histoire édifiante. Le souci numéro 1 du docteur Yang, c'est de pouvoir un jour être remplacé. Le diagnostic des infirmiers, sortis tout juste de l'école primaire, est à présent sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et d'après ça, je pense à une méningite. Bon, ben, attends, je vais voir. Il est malade comme ça depuis quand? Il est malade comme ça depuis hier. T'as raison, il est raide. À mon avis, t'as raison. Bon, t'as pas besoin de moi. Vous avez formé des infirmiers compétents? Oui, il y en a certains qui sont, que je connais depuis 4 ans et à qui je donne une formation médicale continue et qui peuvent soigner à peu près 80% des maladies qu'un médecin disposant du faible équipement médical que l'on peut avoir dans un pays comme ici pourrait soigner par lui-même. On cultive le café pour l'exportation, du maïs et du soja pour vivre, le centre rachète les productions. Ici, on est quand même assez éloigné de ce qu'on pourrait appeler la médecine conventionnelle. Pas autant que vous croyez, parce que si vous croyez que soigner les gens, c'est simplement leur donner des pilules, on est très éloigné. Mais en fin de compte, être en bonne santé, dans un pays comme ici, c'est avant tout avoir quelque chose dans le ventre. Je pars du principe que l'important ici, c'est de donner du pouvoir d'achat aux gens. Et le pouvoir d'achat, c'est, j'allais dire, le meilleur médicament contre la maladie. Vous commencez à changer les habitudes alimentaires? Oui, mais c'est quand même très long. Mais ils acceptent très bien l'idée du soja. Vous recevez suffisamment de lait en poudre? J'en reçois trop.
La communauté économique européenne se débarrasse de ses excédents pour éviter des manifestations d'agriculteurs sur les autoroutes. Et moi, je me retrouve avec ce lait dont je ne sais pas tellement quoi faire. Ça fait des années qu'on essaye d'apprendre à la population à se nourrir par ses propres moyens, avec les ressources agricoles du pays, sans aucune aide alimentaire extérieure. Une fois qu'on n'aura pas du lait, que le lait sera fini, on aura créé chez les gens un besoin de lait en poudre. Et les commerçants leur vendront, mais là au prix fort. Alors vous en faites quoi? Vous le distribuez quand même? Actuellement, on a décidé de le mélanger avec de la farine de soja pour qu'il passe inaperçu. Donc que les gens profitent des qualités nutritionnelles du lait sans en avoir les inconvénients. Ces enfants souffrent de carences en protéines animales. Il a fallu trouver une solution, les rats. Vous êtes obligé de manger du rat? Disons, je leur donne l'exemple, mais j'aimerais bien leur faire comprendre que cette viande que l'on trouve absolument partout et gratuitement, il suffit de la chasser, est une source importante de protéines. Et c'est qu'un peu anormal que dans un pays où tout pousse, où on peut trouver absolument tout ce qu'on veut pour nourrir les gens, on ait des enfants, par exemple, comme ceux-là, qui sont dans un état assez pitoyable. Que pensez-vous du travail du docteur Georges? Mais il travaille bien. Hein? Mais seulement il est le seul, et il travaille beaucoup, et il faut au moins il faut envoyer les autres, il faut augmenter le nombre de médecins. Vous pensez que tout seul il a trop de travail? Puisqu'il a trop travaillé. Il a trop de travail. Mais vous êtes content de ce qu'il fait? Oui. Et les gens ici sont contents? Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur qui fait payer absolument tout? Mais qu'on donne tout gratuitement aussi, c'est une erreur, parce que on doit apprendre à l'homme qu'il n'est pas là pour recevoir uniquement, mais il est là aussi pour donner. Et c'est pour cela que les docteurs ne voudraient pas les aider à être plus pauvres qu'ils ne le sont. Ne croyez-vous pas, monsieur le curé, que le docteur Young est un petit peu idéaliste? Oui, je crois qu'il est idéaliste, mais en même temps réaliste. On le croirait un petit peu fou, mais de fou pareil, je crois qu'il en faudrait dans le monde. Ici, il en faut en tout cas pour changer au moins les rythmes de vie, pour changer la vie ordinaire, quoi. Oui. Alors là, on n'est plus dans la médecine ni dans l'agriculture, mais dans le commerce. Oui, mais il faut bien, c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Il rachète le café et le revend aux gros commerçants. Le bénéfice est réinvesti. Pour vendre, il faut une route entretenue. Il a créé des équipes de cantonniers. L'association Enfance et Partage assure les médicaments et l'entretien du dispensaire. Lui s'occupe de tout le reste et ça marche. Le problème maintenant, c'est de pouvoir élargir son action. Et pour ça, il a besoin d'aide. Le numéro du compte chèque postal où vous pouvez envoyer vos dons, c'est donc le 16 764 56 R Paris. Revenons aux problèmes français et d'abord au chômage avec cette manifestation aujourd'hui à Strasbourg qui a bloqué le pont de l'Europe qui relie la France à l'Allemagne. Près de 200 employés de la cellulose de Strasbourg ont ainsi protesté contre la fermeture de leur entreprise qui doit en principe mettre demain la clé sous la porte. Cette entreprise de pâte à papier est techniquement dépassée comme quelques autres en France. Voilà pourquoi le gouvernement prépare un plan d'ensemble qui sera rendu public dans plusieurs semaines. Guy Schwartz et Claude Sicard vous en expliquent les grandes lignes. Un semblant d'activité dans le parc à bois ne doit pas faire illusion. En sursis depuis 1 an, la cellulose de Strasbourg semble aujourd'hui condamnée. Pour redevenir rentable, cette entreprise qui fabrique de la pâte à papier aurait dû investir plusieurs centaines de millions de francs. Mais personne, qu'il s'agisse du secteur privé ou de l'État, n'a voulu en prendre le risque. Comme il ne pouvait être question de jeter à la rue du jour au lendemain 360 personnes, le gouvernement avait proposé une solution transitoire. Donner 50 millions en attendant la construction de nouvelles usines de pâte dans la région. Mais sur ces 50 millions,
le gouvernement voulait que les 3 conseils régionaux concernés en versent la moitié. Ce qu'ils refusent pour l'instant parce que, disent-ils, ils n'obtiennent pas de garantie. Résultat, l'usine va s'arrêter demain soir. Le problème, l'affaire de notre entreprise devient l'enjeu d'une politique politicienne entre le gouvernement de gauche et les pouvoirs publics régionaux qui sont de droite. Nous avons l'espoir que cette usine continuera à fonctionner parce que ce serait condamner toute l'économie régionale et en fin de compte, ce serait détruire tout ce qui a été fait au niveau de la filière bois. De l'autre côté de la France, dans la région de Rouen, un autre groupe papetier est en sursis. Il s'appelle la Chapelle d'Arblay. Il emploie près de 2300 personnes dans 3 usines et surtout, il perd 10 millions de francs tous les mois. Pourtant, contrairement à la cellulose de Strasbourg, il y a peu de risques de le voir disparaître. Il est en effet le principal fabricant français de papier journal. Du papier fabriqué avec une matière première, le bois, qui provient de plus en plus souvent des forêts avoisinantes. Pour le moment, une mission d'étude a été confiée au groupe privé Béguincet, mais que la Chapelle d'Arblay soit finalement confiée à Béguincet ou à un autre groupe papetier, mais étranger celui-là, 2 choses sont certaines. Il faudra supprimer plusieurs centaines d'emplois et il faudra investir plus d'1 milliard de francs dans l'affaire. La cellulose de Strasbourg et la Chapelle d'Arblay sont pour le gouvernement 2 points chauds qu'il lui faut d'urgence refroidir. Mais les solutions qu'il appliquera s'inscriront dans un plan plus vaste. Un plan papier qu'il pourrait rendre public d'ici à 3 mois. Cependant, dès aujourd'hui, nous sommes en mesure de révéler les 5 grands axes de ce plan. Premièrement, modernisation des usines actuelles de pâte à papier en attendant un très gros investissement dans 3 ou 4 ans. Deuxièmement, organisation d'une filière française du papier de presse. Troisièmement, renforcement des entreprises qui se sont spécialisées dans des activités rentables. Quatrièmement, investissement dans le domaine du carton avec des rectifications de frontières entre les 2 principaux producteurs français, La Rochette-Sampa et la cellulose du Pin. 5e axe enfin, soutien des petites entreprises performantes. La mise en œuvre de ce plan pourrait coûter une dizaine de milliards de francs à l'État. Pourtant, il ne fera au mieux qu'éviter une nouvelle aggravation du déficit du commerce extérieur dans ce secteur. Un déficit qui se chiffre cette année à 8 milliards de francs. De toute façon, il n'est pas question d'abandonner l'industrie du papier carton à elle-même. Cette industrie est en effet le maillon fondamental d'une chaîne plus longue, une chaîne qu'on a coutume d'appeler la filière bois, une chaîne qui représente aussi plus de 700 000 emplois. Rebondissement dans l'affaire d'autodéfense de Gonesse où un libraire a tué un cambrioleur le 15 décembre dernier. D'après le complice du cambrioleur qui s'est présenté spontanément au juge d'instruction, le libraire n'aurait été à aucun moment menacé par sa victime. C'est bien le plus gros cambriolage de l'histoire qui a été commis pendant les fêtes de Noël dans une banque de Marbella au sud de l'Espagne. D'après la police, le butin des cambrioleurs s'élèverait à près de 140 milliards de francs. La soixantaine de détenteurs des coffres cambriolés qui ont jusqu'ici révélé leurs pertes à la police et qui ont manifestement beaucoup d'argent auront quand même de quoi passer le réveillon. Le réveillon, parlons-en, pour ceux d'entre vous qui s'apprêtent à en faire une fête, toute parure d'or, France Roche a quelques idées, toutes en paillettes, quelques idées pour vous habiller. Le pullover que je porte, je me suis dit qu'il ressemblait à un arbre de Noël parce qu'il était vert, plein de petites boules multicolores et j'ai décidé de le porter pour le réveillon. Et puis l'idée a fait son chemin. Smoking rouge Père Noël de Smalto et jambière diamantée de Minited. Vous allez voir que nous n'avons pas triché sur les jeans, les voici tous, courts, longs, larges, serrés, indigo, délavés, neufs, usés, cloutés, accompagnés d'une blouse ornée de boules de Noël, par Olivier L, d'un châle de métal par Paco Rabanne, et très réveillon Sado Céleste, Mad Max, collant cuir et jersey de Colette Nivelle. La brassière étoilée d'or de Lanvin, le pullover diamanté de Lapidus. Jean Patou imagine sur un Levi's très classique un Spencer avec gilet très 1900 pour accompagner une chemise lamée de Cardin.
Le papillon de cheveux de boule et de pommes de pin a été fait par Georges Saint-Gilles. Il n'est pas à la portée de tous les peignes, ni le smoking de paillettes de Perspouk à la portée de toutes les aiguilles, ou alors il aurait fallu commencer à coudre en octobre. Le monsieur en vert et chemise noire de docteur et de Cherouti. Enfin, la blouse virginale de Balmain est bien mariée, disons fiancée, avec le gilet clouté de strass et le jean bordé de faux diamants de Lapidus. Louis Ferraud conseille le lamé et les plumes avec le dénime le plus usé. Et c'est avec des articles de bazar que Saint-Gilles vous fait ressembler à une impératrice. En paillettes ou pas, c'est au spectacle que certains d'entre vous auront choisi de passer la soirée de demain. Et c'est demain, au Théâtre Marigny à Paris, que le rideau se lèvera et tombera une dernière fois sur le grand succès théâtral de l'année, Amadeus. La pièce de Peter Schoeffer, jouée par deux virtuoses qui, sans faire vraiment de la musique, ont ainsi fait revivre soir après soir les personnages de Mozart et de son vieux rival Salieri. François Perrier, Salieri, c'est vous. Alors est-ce que vous ne regrettez pas d'abandonner le masque de ce personnage que vous réussissez presque à rendre sympathique après un formidable succès? C'est un grand succès, Amadeus. C'est un très grand succès. On est toujours un peu mélancolique d'abandonner une pièce et un personnage, et puis aussi d'abandonner toute une troupe. Nous sommes 30 et en un an nous sommes devenus pour la plupart de très bons amis. Alors évidemment c'est très dur. On se promet de se revoir toujours en fin de pièce. Et puis on n'y arrive pas toujours. Enfin, Roman, je suis sûr que je le reverrai parce que j'ai pour lui une immense admiration et surtout j'espère que j'aurai le plaisir de retravailler avec lui parce que c'est un des grands souvenirs de ma vie. Alors Amadeus a donc été un formidable succès du public, alors que les critiques, si mes souvenirs sont exacts, ont été pour le moins très froid. Oui, la seule réponse qu'on pouvait faire, c'est celle que nous avons faite jour après jour, en atteignant 300 représentations et en dépassant les 220 000 spectateurs. Alors 220 000 spectateurs, 220 000 Parisiens, ou en tout cas 220 000 spectateurs à Paris. Vous êtes très réclamé en province et vous n'y allez pas. Non, malheureusement, nous ne pouvons pas parce que le spectacle est très lourd sur le plan financier. Il faudrait partir plusieurs jours avant dans chaque ville pour donner le même spectacle qu'à Paris, car on ne peut pas présenter cette pièce autrement que comme l'a conçu Roman Polanski. C'est une mise en scène somptueuse, très élaborée, et c'est pas possible de pouvoir présenter, hélas, car je le fais toujours habituellement, je vais toujours visiter les pays limitrophes de la France et la province, mais malheureusement cette fois-ci je ne pourrai pas le faire. Au-delà d'Amadeus, François Perrier, vous êtes dans une commission désignée par le ministère de la Culture, chargée d'attribuer des aides à de jeunes auteurs dramatiques. Alors, sincèrement, sans complaisance, que pensez-vous de tous les manuscrits que vous recevez? Est-ce qu'il y a un grand espoir? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a deux réponses. Il y en a une qui serait pessimiste et l'autre optimiste. Optimiste, c'est que les auteurs, les garçons ou les filles qui veulent faire du théâtre sont encore très nombreux. Bon, le théâtre attire indiscutablement la jeunesse et il y a beaucoup de postulants. Où il y a peut-être une réponse pessimiste, mais ça, c'est personnel, c'est qu'on ne trouve pas de grande écriture. Les véritables auteurs ont un peu disparu. On ne trouve pas de très grands styles, à de rares exceptions près. On ne trouve pas de grands écrivains de théâtre. Alors que faut-il souhaiter, puisqu'on est à la période des vœux? Il faut souhaiter que tous ces jeunes gens qui sont attirés se donnent un peu plus de mal sur le plan du texte. Et que, après 45 ans de carrière, je puisse leur dire qu'au théâtre, la première personne, c'est l'auteur. C'est ce qu'il y a de plus important. François Perrier, merci. C'est sur ce conseil et aussi sur ce vœu-là que nous allons maintenant vous laisser rentrer en scène et retourner au personnage de Salieri. Côté cinéma, un autre record à applaudir, le film E.T., l'histoire d'amour entre le petit garçon et le petit extraterrestre, a battu tous les records d'entrée en un mois à Paris. 1 200 000 Parisiens l'ont déjà vu. Des adieux tout simples et très émus à Maurice Biraud, qui a été inhumé aujourd'hui à Collonges-la-Rouge.
Maurice Biraud, dit Bibi, était entouré de quelques centaines de personnes, dont ses amis chers, comme le constructeur automobile Guy Ligier, et aussi des amis d'Europe 1. Le chef de l'État s'était fait représenter par l'un de ses conseillers. Les rapports du Cartet qui s'est couru à Vincennes. Pour le gagner, vous le voyez, il fallait jouer dans l'ordre le 20, l'As, le 15 et le 8. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, un peu plus de 6 400 francs dans un ordre différent, 5 333 francs 50 exactement. Parlons du temps maintenant, et d'abord du temps en montagne avec cette avalanche qui à l'Alpe d'Huez a sans doute coûté la vie à 3 personnes, Philippe Dumez. Oui, il n'y a pas vraiment de raison et de saison pour les avalanches. Elles sont simplement plus fréquentes au printemps et la montagne est toujours dangereuse. On oublie parfois de le rappeler aux skieurs dans les stations de sport d'hiver et ceux-ci prennent parfois des libertés avec la nature ou avec le temps. Le ski hors piste est toujours dangereux, même s'il procure une sensation de liberté. Il faut savoir que cette liberté a coûté la vie à 3 personnes et c'est un peu dommage parce que c'était des personnes qui venaient du département du Nord et peut-être n'étaient-elles pas suffisamment informées des dangers de la montagne. Ceci étant, voyons maintenant le temps pour demain. Et nous allons le voir sur notre photo satellite, la France est toujours bien protégée par un anticyclone assez puissant, mais il descend un peu moins vite que prévu vers le sud. Théoriquement, donc, il va descendre comme ceci vendredi un petit peu et puis surtout samedi. Et ceci va nous amener cette perturbation ici, qui se déplace comme ceci vers le nord-est et donc nous amener une couverture nuageuse sur le nord de la France. Voyons maintenant cela en détail pour demain sur notre carte. Et vous allez voir que, encore une fois, eh bien, la matinée sera pleine de brouillard partout, avec des brouillards même givrants sur tout l'intérieur de la France, ici. Et puis, 2 exceptions. Les côtes méditerranéennes seront relativement bien ensoleillées. Là, il y a très peu de brouillard à craindre. Et puis, le nord-ouest de la France, eh bien là verra seulement quelques brumes parce qu'il y a une couverture nuageuse qui est donc en train de s'installer. Ensuite, eh bien, dans le courant de la journée, les brouillards vont disparaître à part quelques exceptions, en particulier dans le centre, et laisser la place à un temps assez ensoleillé. Pour les températures, eh bien, elles sont toujours assez douces pour la saison, quoique en baisse sur l'est de la France et le centre, mais ailleurs elles sont assez confortables, 9 à Brest, vous voyez, 10 à Rennes, et puis 10 à Marseille par exemple, ou 14 même à Ajaccio, encore que demain matin à Ajaccio, il va geler au lever du jour, ça donne une idée des différences de température qu'il y aura demain dans la journée. Demain, bien sûr, c'est le dernier jour de l'année, et c'est la Saint-Sylvestre, le temps sera donc relativement agréable, méfiez-vous toutefois demain soir des retours du brouillard et des brouillards givrants à peu près partout. Il faudra donc faire attention. Le soleil, ben, ma foi, il n'a pas bougé par rapport à aujourd'hui. Et je pense vous retrouver demain en pleine forme pour cette soirée de fin d'année. Souhaitons-le. À 23h25, Hervé Claude vous présentera notre dernier journal, l'un des derniers de l'année. À 22h30, ne manquez pas la rétrospective de l'année 82 que vous ont préparé France Nespo et Jean-Pierre Biondi. Et puis 2 autres journaux de l'année à ranger dans vos bibliothèques. D'abord, une vidéocassette préparée par le Journal du Dimanche et l'agence Gamma, l'année choc, l'année 82. En collaboration avec les chaînes de télévision, vous pourrez revoir à loisir les événements marquants de l'année. Et puis un livre, le journal de l'année, publié aux éditions Larousse. Avant de vous retrouver demain soir, un mot encore pour vous faire partager le suspense qui agite nos voisins britanniques. Le beau prince Andrew va-t-il ou non passer la fin de l'année au sein de sa royale famille en compagnie de la très jolie et un peu scandaleuse Miss Q. Miss Q est cette jeune actrice américaine qui avait l'habitude de se déshabiller un peu trop dans certains films confidentiels. Selon certaines rumeurs, elle fait du ski en Suisse, mais beaucoup de Britanniques ce soir parient qu'il pourrait s'agir là d'un nuage de neige et qu'elle pourrait bien être dans le royal château de Sandringham en Écosse. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée.